Euh, à vous informer que ce webinaire est enregistré. Vous pourrez évidemment recevoir un replay à la fin. Donc voilà, je vais laisser maintenant Catherine parler. Et bon webinaire. Merci Louise. Bonsoir tout le monde. Alors, ça fait toujours bizarre de ne pas voir les visages, mais bon. Bienvenue. Donc, ce soir, nous allons parler des transmissions. Alors, je vais commencer par me présenter, puis je vous expliquerai un petit peu ce qu'on va voir ensemble. Je m'appelle donc Catherine. Je suis de formation éducatrice de jeunes enfants. J'ai travaillé une petite quinzaine d'années en crèche. Ensuite, je suis devenue assistante maternelle et pendant 10 ans. Et ensuite, je me suis tournée vers la formation pour adultes. Et donc, je travaille entre autres avec Edumiam et puis je forme des CAP à EPE aussi. Et donc, ce soir, nous allons évoquer le sujet des transmissions. Donc, soyez les bienvenus dans ce webinaire. Si ma petite touche veut bien marcher, elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Louise, elle ne veut pas. Non, ça ne veut pas. C'est pas grave, on va recommencer. C'est pas grave du tout. Donc, vous allez me dire les transmissions. Oui, enfin, les transmissions, c'est pas très compliqué. Tout le monde peut raconter ce que l'enfant a fait dans la journée. C'est pas bien compliqué. Et pourtant, il y a des choses qui se jouent au niveau des transmissions. Ça veut pas. Il y a des choses qui se jouent et c'est ce qu'on va voir ce soir. C'est ce qu'on va voir ensemble. Hop, on va essayer celui-là. Voilà. Parce que ça va au-delà de simplement raconter ce qui se passe. Bon, alors c'est la première fois que ça me fait ça et je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. C'est très agaçant, très très agaçant. Je suis vraiment désolée. Je ne comprends pas pourquoi. Eh ben voilà, ça y est, ça marche. Donc, soyez les bienvenus. Voilà. Donc, la gestion des transmissions au quotidien, dans ce qu'elles ont de plus facile ou de plus compliqué. Parce que, en fait, c'est ça aussi le plus intéressant, c'est de savoir comment gérer quand ce n'est pas simple. Donc, à la base, le principe, l'objectif de ce soir, c'est de savoir réaliser une transmission de fin de journée claire, que le message soit bien compris par la famille de l'enfant, apaisé, même quand la situation n'est pas simple, même quand il y a eu des incidents, quelque chose de compliqué. Comment? Eh bien, en s'appuyant sur les faits, tout simplement, et en adoptant une posture professionnelle. Et donc, c'est ce qu'on va voir ensemble. Le plan, là, je voulais simplifier au maximum, il y aura des sous-parties après. L'idée, c'est d'abord de comprendre ce que c'est qu'une transmission, d'identifier les situations difficiles et enfin de vous fournir des outils pour pouvoir agir ensuite et pouvoir gérer la situation avec maestria. Donc, les transmissions, à la base, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. C'est très simple. Comprendre ce que c'est, si on cherche une définition absolument simple et limpide, c'est un échange oral entre le professionnel et la famille. Voilà, c'est tout simple. Que ce soit, c'est donc un échange d'informations, ça peut avoir lieu à l'arrivée de l'enfant le matin ou au départ de l'enfant le soir. Le matin, c'est le parent qui va vous transmettre des informations. Le soir, c'est vous qui allez en transmettre sur le déroulement de la journée, sur ce qui s'est passé, etc. Donc, jusque-là, tout va bien, on n'est pas perdu. Donc, c'est un temps qui est court. Les transmissions, en temps normal, elles n'ont pas besoin de durer une demi-heure. Alors, c'est vrai que des fois, on aime discuter, des fois, on a un tempérament un peu bavard, des fois, c'est le parent qui est un peu bavard. Mais à la base, surtout quand la journée s'est bien passée, c'est rapide, hein, c'est 5 minutes. Mais c'est essentiel. C'est essentiel de restituer aux parents ce que l'enfant a vécu dans la journée parce que, eh bien, comme ils ne l'ont pas vu, eh bien, il faut qu'ils puissent visualiser, il faut qu'ils puissent comprendre de quoi il va leur parler le soir de retour à la maison. Si c'est un enfant qui a 3 ans, qui a 2 ans et demi, ben, il va leur parler de ce qui s'est passé. Il faut que les parents puissent rebondir et discuter avec leur enfant. Donc,
C'est pour ça que c'est un moment qui est vraiment essentiel. Voilà, aujourd'hui, Maxime a passé du temps à construire. Voilà, on n'a pas besoin de faire des grands discours, des choses très longues. Il a joué au Lego, il a bien joué à la dinette, il a bien mangé. Il n'a pas dormi longtemps, il a dormi une demi-heure. Bon, s'il est coutumier du fait, ça passe comme d'habitude. Voilà, l'idée, c'est de faire simple. On n'a pas besoin de s'étendre pendant des heures. Ça peut générer un échange. Si ce n'est pas habituel, par exemple, que cet enfant n'ait pas dormi beaucoup, eh bien, on va se poser la question, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu du bruit? Est-ce qu'il était excité parce qu'il savait qu'après, il allait y avoir, je ne sais pas, moi, un goûter d'anniversaire, par exemple, et donc il a eu du mal à s'endormir? Bref, peu importe, ça peut générer une discussion avec le parent. En tout cas, le parent saura que ce soir, son enfant, il risque d'être un peu fatigué parce qu'il n'a pas dormi longtemps. Mais ce sont des transmissions très classiques. Et au-delà de leur définition, de leur aspect, ces transmissions, elles jouent un rôle. Leur rôle, c'est vraiment de faire le lien entre le vécu de l'enfant à la maison et chez l'assistante maternelle. Alors là, j'ouvre une parenthèse. Je présente mes excuses aux hommes présents dans l'assistance, pardon. Mais c'est vrai qu'en français, normalement, le masculin l'emporte. Mais là, quand on est dans un corps de métier qui est quand même à 98%, je ne sais pas, composé de femmes, je prends la version assistante maternelle. Voilà, c'était une parenthèse, je la referme. Euh, il y a vraiment cette notion de lien. Quand on échange avec le parent, c'est important pour le parent, c'est important pour l'enfant de connecter comme ça tout ça. Donc, c'est vraiment une relation partenariale. C'est important que vous transmettiez des choses, mais c'est important que le parent vous en transmette aussi. Et ça permet de reconnaître les rôles de chacun. Le parent se rend compte, quand vous faites les transmissions, il se rend compte de ce que vous faites au cours de la journée. Parce que quand vous racontez les sorties, les activités, la prise des repas, tout ce travail que vous effectuez, ben là, le parent se rend compte qu'effectivement, ce n'est pas juste une journée passée à s'amuser avec les enfants. Et en plus, en communiquant, ça paraît bête comme chou, mais en communiquant, la prise en charge de l'enfant, elle est meilleure. Le parent sait ce qui s'est passé, il va adapter sa conduite le soir, il peut adapter le menu, il peut adapter l'heure du coucher, il peut adapter son attitude. Euh, la professionnelle le matin va faire pareil si elle sait que la nuit a été agitée, si elle sait qu'il n'a pas voulu prendre son petit déjeuner. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de créer du lien et d'arriver à une meilleure prise en charge de l'enfant. Donc, cette communication, elle est vraiment importante. Donc, voilà, s'il s'est réveillé tôt ce matin, il est fatigué, eh ben, la professionnelle, elle va peut-être le coucher un petit peu plus tôt ou elle va comprendre pourquoi il est ronchon au repas de midi. Et le soir, elle pourra rebondir dessus en disant, effectivement, il s'est endormi très, très vite, il a dormi plus longtemps. Donc, il y a vraiment une continuité qui se crée même si le parent ne voit pas son enfant dans la journée, même s'il n'est pas présent avec lui, il sent qu'il y a ce fil comme ça qui est tendu entre les moments d'absence de sa part. Et c'est hyper rassurant pour le parent d'avoir cette continuité et pour l'enfant aussi. Et l'objectif à travers ces transmissions, eh bien, ils sont là, ces objectifs, la sécurité affective de l'enfant, de mettre en place une continuité éducative, nouer une relation de confiance avec les familles et puis surtout valoriser la posture professionnelle. C'est quand même important de reconnaître le travail qui est effectué. Et alors, comment est-ce qu'on va participer à la sécurité affective de l'enfant et pourquoi? Tout simplement, c'est ce que je vous disais, quand la communication entre les adultes est sereine et qu'elle est constructive, alors les liens se créent. C'est sécurisant pour l'enfant. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de hiatus entre ce qu'il vit d'un côté et ce qu'il vit de l'autre. Le monde est fluide pour lui et c'est sécurisant, c'est rassurant. À partir de là, c'est son équilibre émotionnel, il va se construire petit à petit comme ça, par tous ces échanges qui vont permettre une prise en charge globale de cet enfant, de sa famille, de ses besoins, etc. Et donc, c'est vraiment cette communication professionnelle entre les parents et l'assistante maternelle
qui va amener à tout ça. Donc ça, c'est le premier objectif. Et puis, voilà, l'enfant joue à la dinette. Oh, il a parlé de vous, il a préparé du café parce qu'il sait que son papa aime bien le café. Le soir, le parent, il est rassuré. Il dit, ah bah tiens, mon enfant pense à moi, ça lui fait plaisir. Il se rend compte que même quand il est absent, son enfant, quand même, pense à lui. La professionnelle transmet cette info et elle participe au maintien du lien entre le parent et l'enfant. Elle participe à la réassurance du parent et elle participe comme ça au tissage de ce fil qui construit le monde autour de l'enfant. Et l'enfant, il le sent bien et il est heureux parce que lui, après, il peut en reparler à son parent. Il dit, ah oui, c'est vrai, ce matin, j'ai fait du café, c'était pour toi, papa. Les mondes sont interconnectés. Il n'y a pas une barrière étanche entre la vie à la maison et la vie chez l'assistante maternelle. J'espère que je ne parle pas trop vite. Euh, touc, touc, touc. Non, je n'ai pas accès au chat. Si, éventuellement. Ok, bon, j'espère que ça va aller. Donc, l'autre objectif, c'est de garantir cette continuité éducative. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que quand on va communiquer lors des transmissions, quand on va échanger, quand on va poser des questions, quand le parent va nous poser des questions, on va comprendre pourquoi eh bien, l'enfant a eu telle demande, a eu tel comportement. Le parent va comprendre pourquoi on travaille de cette façon, pourquoi du coup à la maison, cet enfant, il va ramener des choses de chez l'assistante maternelle. Et quand on va communiquer autour de ça, eh bien, en comprenant, quand les deux parties comprennent de quoi il retourne, on évite les malentendus. Et les malentendus, les incompréhensions, c'est un peu le fléau du travail de l'assistante maternelle parce que c'est ce qui va amener les conflits avec les parents, les incompréhensions, les malentendus et le fait de ne pas savoir. Le fait de ne pas savoir, ben, je ne savais pas que je ne pouvais pas faire ça, ou je ne savais pas que mon enfant vivait ce genre de choses chez l'assistante maternelle. Du coup, j'étais contrariée, alors qu'en fait, l'enfant le vivait pleinement. Euh, et c'est ça qui peut amener des tensions dans la relation, dans la communication. Donc, l'idée, c'est vraiment de se comprendre en communiquant, d'aligner les pratiques, bien évidemment, quand c'est possible, parce que des fois, on va le voir plus loin, des fois, c'est très compliqué d'aligner les pratiques éducatives. Mais ça permet donc d'éviter les malentendus, d'éviter les incompréhensions qui, elles, peuvent générer des tensions et par-delà même des conflits. Et ça permet voilà, de continuer à travailler ensemble, de concert, autour de l'enfant. Et donc, voilà, quand c'est l'assistante maternelle qui remarque que l'enfant s'endort plus facilement quand il y a une berceuse avant la sieste, bah, le parent peut tester à la maison et effectivement, ça fonctionne. Il s'endort mieux. Lui qui avait un peu de mal, et bah, tiens, quand on lui chante cette petite comptine, ça fonctionne. Il y a une continuité, il y a un soutien aussi parce que le parent peut être stressé parce que son enfant a du mal à s'endormir. Bien, si l'assistante maternelle l'accompagne en lui donnant des petites astuces comme ça, en faisant des petites remarques sur ce qu'elle a observé de l'enfant, eh bien, ça peut soutenir la parentalité aussi. Et ça rassure le parent sur le regard que l'assistante maternelle porte sur son enfant. Ces transmissions, donc leur rôle, c'est de créer et entretenir un lien de confiance. Pourquoi? Eh bien, parce que quand on transmet régulièrement, de façon claire, bienveillante, professionnelle, tous les éléments qui se sont déroulés dans la journée de l'enfant, quand on est transparent, quand on explique les choses, eh bien, ça nourrit, ça renforce la confiance du parent. Du coup, la relation s'enrichit. Et du coup, quand on arrive à des situations plus tendues, plus compliquées, des moments de transmission qui parfois sont plus délicats, eh bien, cette confiance qu'on a construite petit à petit, brique par brique, sur des temps d'échange riches, clairs et transparents, eh bien, du coup, elle est là et elle permet de se dire, OK, là, c'est compliqué, mais je la connais, je sais comment elle travaille, cette assistante maternelle. Donc là,
je vais l'écouter. C'est compliqué, je ressens beaucoup d'émotions, la situation ne me plaît pas, mais j'ai confiance, je vais l'écouter m'expliquer d'abord, et après je poserai les questions et j'essaierai de comprendre exactement de quoi il retourne. Donc, ça aide à faire face. Donc, c'est le ciment, et ça va se construire brique par brique, couche par couche, avec le temps. Bien évidemment, un parent qui confie son bébé pour la première fois, au bout d'un mois, la relation ne sera pas le même que quand ça fait déjà 2 ans que vous accueillez l'enfant. Ça prend du temps. La confiance au tout début, elle prend du temps à se construire. Mais quand elle s'est construite, au fil des conversations, au fil des échanges, au fil des retours, ça permet justement, quand des fois les choses deviennent un peu compliquées, de faire face ensemble et d'être dans cette continuité éducative plutôt que dans le conflit, dans le rejet de la responsabilité, etc. Voilà. Il a pleuré ce matin à la séparation, mais ensuite on est allé regarder un livre, il s'est consolé, il est resté un petit peu avec moi, dans mes bras, sur mes genoux, et puis ensuite il s'est calmé, il est allé jouer. Voilà, le parent est rassuré le soir parce qu'il sait que son enfant pleurait le matin, il est parti avec un peu la boule au ventre. Le professionnel, ne minimise pas l'émotion, il l'accueille, il la recueille, il la travaille, il en fait quelque chose, il accompagne l'enfant et le soir, il peut transmettre aux parents qu'effectivement, il y a eu un souci le matin, mais il a été pris en charge et tout s'est bien passé. Donc, c'est sur ces éléments-là, pardon, que la confiance, elle va se construire. Et puis, ça valorise la posture professionnelle, ça valorise la position de l'assistante maternelle. Pourquoi? Parce que ça montre la professionnelle que vous êtes. Ça montre vos capacités d'observation, d'analyse, de formulation. Et puis, ça montre votre capacité à agir. C'est-à-dire à la fois choisir le bon moment pour échanger avec le parent, mais montrer aussi on est capable, à partir de nos observations, de nos analyses, de vos observations, de vos analyses, des fois je me crois encore assistante maternelle, on est capable de mettre en place des actions, des stratégies, des gestes qui vont soutenir l'enfant, l'accompagner et du coup, on pourra retransmettre le soir. Et quand le parent se rend compte qu'en fait, ce n'est pas juste en claquant des doigts qu'on a des capacités magiques pour arranger une situation avec un enfant, mais parce qu'on a observé, parce qu'on a analysé, parce qu'on a été capable de mettre en place ces stratégies, ces actions, le parent se rend compte qu'effectivement, au quotidien, il y a quand même une somme de travail considérable qui est un peu invisible, mais qui est mise en œuvre. Et ça, en termes de valorisation, c'est extrêmement important parce que le parent se rend compte que, il n'y a rien de magique, c'est des capacités d'analyse et d'observation. Et ça, c'est très important pour que c'est très important du coup de permettre aux parents de réaliser ces capacités professionnelles de l'assistante maternelle. Donc voilà. En ce moment, il s'intéresse de plus en plus aux couleurs. J'ai proposé de nouveaux jeux autour de ce thème. Voilà, j'ai proposé tel et tel jeu. Et le parent se rend compte que son enfant, on l'observe vraiment. C'est pas juste on l'accueille, on sort des jeux, on lui donne à manger, on lui change sa couche, on le met au lit. Non, il y a vraiment une observation fine et une mise en place des actions. Par contre, voilà, ce qui se passe, c'est que certaines fois, la situation va se compliquer. On n'est plus sur des transmissions classiques d'une journée où tout s'est globalement bien passé. Il va y avoir des situations plus compliquées et là, il y a d'autres stratégies à mettre en œuvre sur ce temps-là. Alors, il y a tout d'abord ce que j'appelle des facteurs de tension, c'est-à-dire des éléments qui vont faire que ce moment de transmission va être sensible, risque d'être tendu. Il y en a plusieurs. Il y a le stress et la fatigue. On va les détailler après. Il y a les désaccords éducatifs. Et ça c'est assez récurrent dans notre travail. Il y a le problème des attentes floues, des imprécisions. Et puis, il y a le problème des événements imprévus, des petits accidents, des choses qui n'étaient pas supposées se produire et puis qui se sont produites quand même. Donc, par exemple, si on parle de fatigue, alors il y a la fatigue ou le stress du parent. Ça,
c'est le côté pile de la pièce. Le parent est préoccupé, il est pressé, il n'est pas disponible, il a eu une mauvaise journée au boulot. Là, il est venu chercher son enfant et il est encore au téléphone parce que son travail ne le lâche pas. C'est compliqué pour lui d'accueillir l'information, même quand la journée s'est bien passée. Alors, si en plus l'enfant a eu un souci, il est tombé, ou il s'est fait mal, ou il a beaucoup pleuré, ou il a été mordu, ou il a mordu, peu importe, eh bien, ça va être compliqué à ce moment-là de communiquer avec lui. Il va être, voilà, il ne sera pas disponible pour vous écouter, pour accueillir l'information. Mais il y a aussi votre fatigue, votre stress. On le sait, il y a des journées où tout se déroule comme sur un nuage et il y a des journées où c'est très compliqué, où on a l'impression que les enfants se donnent le mot et où tout va de travers et tout ce qu'on a prévu, ben, il n'y a rien qui fonctionne, les enfants sont compliqués, donc on est fatigué, on est stressé. Il y a des fois, on n'a pas eu le temps. La journée arrive, on n'a pas beaucoup de temps pour faire des transmissions. On a un rendez-vous, le parent est en retard, on est très juste au niveau de l'horaire. Des fois, on est tellement fatigué que des fois, l'énergie, elle n'est pas là pour sourire, réfléchir à ce qu'on va dire, poser des mots bienveillants et calmes. Des fois, on est fatigué, c'est compliqué. C'est compliqué. On est impacté aussi. Dans les autres facteurs de tension, eh bien, il y a les différences de point de vue éducatif. Ça, c'est très courant. Quand on signe le contrat, moi, j'encourage toujours au moment des entretiens, au moment de la signature du contrat, à revenir sur certains points clés sur l'accompagnement au sommeil, sur la diversification alimentaire, sur l'alimentation plus globalement, sur tout ce qui est autour de la continence, de la propreté, comment les parents envisagent les choses. Mais les choses changent, des fois, les gens changent d'avis, voilà. Et puis, du coup, on se retrouve à fonctionner d'une façon, le parent d'une autre, et ça devient compliqué parce que des fois, ben, on n'est pas d'accord, on se dit: «Ah bah non, pour le bien-être de l'enfant, je pense qu'il faudrait faire autrement». Mais c'est compliqué de dire ça à un parent. Ou des fois, on ne comprend pas. Pourquoi est-ce que ce parent, fonctionne de cette façon avec son enfant? Je ne comprends pas, et des fois, ça peut amener au conflit. Donc, les différences de point de vue éducatif sont vraiment à prendre en compte pour communiquer autour, pour essayer de désamorcer des tensions. Il y a aussi les attentes mal définies et c'est là que je reparle du contrat, c'est là que je reparle du contrat d'accueil. Quand les choses ne sont pas claires, quand elles sont floues, les attentes, ce que j'appelle les attentes non clarifiées. C'est-à-dire que vous parlez des repas, vous êtes au clair sur le fait que c'est vous, assistante maternelle, qui allez fournir les repas. Donc pour le parent, bah, ça veut dire que c'est vous qui allez faire la diversification alimentaire puisqu'il est chez vous tout le temps, toute la journée, 8, 9, 10 heures par jour. Sauf que non, vous, dans votre esprit, non, ça commence à la maison, on fait attention au risque d'allergie, et cetera. Et ensuite, vous prenez le relais. Et quand arrive le moment en question, bah, un soir, sur le pas de la porte, et alors, madame, vous commencez la diversification? Ah bah non, c'est pas moi. Ce n'est pas à moi, assistante maternelle, de commencer, c'est à vous, parents. Ah oui, mais moi, parent, j'avais cru comprendre que vous fournissiez les repas. Oui, je fournis les repas, mais au départ, la diversification, c'est vous. Donc, quelque chose qui a été évident pour chaque partie, qui était implicite, limpide, eh bien, en fait, comme le sujet n'a pas été abordé, parce que pour tout le monde, c'était évident que c'était comme ça que ça allait se passer, eh bien, en fait, eh ben, personne n'était d'accord. Et c'est là que ça peut causer des problèmes. Et puis, il y a toutes les petits événements inattendus, préoccupants, les chutes, les bobos, les morsures, les comportements inhabituels, un enfant qui pleure beaucoup, qui n'est pas bien, un enfant qui est malade. Voilà. Tous ces événements-là sont des facteurs qui vont amener de la tension. Alors, à différents niveaux, évidemment. Euh, un enfant qui a fait une petite chute, qui n'a même pas de bleu, qui a juste, bon, on va dire, une petite marque au genou, mais il n'a même pas saigné. C'est vraiment une toute petite égratignure de rien du tout. Et un enfant qui a été mordu, on sait bien que la tension ne va pas se jouer au même niveau.
Donc, voilà, c'est pas la même intensité. Mais malgré tout, ça fait partie des événements qui vont amener de l'attention au moment de faire les transmissions le soir. Donc ça, ce sont tous les facteurs de tension. Et puis, en fait, à partir de là, on a ce qu'on j'appelle les transmissions à risque. Tintin, ça fait un peu peur, mais non, rassurez-vous. En fait, les transmissions à risque, ce que j'appelle transmission à risque, c'est vraiment des transmissions qui concernent le bien-être, le comportement ou l'évolution de l'enfant. Pourquoi? Alors, parce que le bien-être de l'enfant, quand il est malade, quand il a été mordu, quand il est tombé, quand un copain lui a donné un coup, ça a une résonance très forte chez le parent, très, très forte. Son comportement, quand l'enfant a tapé un copain, a mordu un copain, a passé la journée à jeter les jouets à travers la pièce, sur les meubles, sur les personnes, ce comportement, on va dire, inapproprié, pareil, ça va avoir un impact, un effet miroir sur le parent qu'il va falloir anticiper et dont il va falloir tenir compte quand on va leur raconter le déroulement de la journée. Et puis l'évolution. Ça paraît bête à dire, mais des fois, on ne dit pas tout aux parents. Quand je parle d'évolution de l'enfant, je parle notamment des progrès significatifs. Le premier pas, le premier mot, la première fois qu'il se met debout, la première fois qu'il fait du quatre pattes, la première fois qu'il boit tout seul au verre, qu'il mange à la cuillère, peu importe. En général, les premières fois. Les premières fois sont très importantes pour les parents. Ils les attendent avec impatience, en particulier les premiers pas. Et lorsqu'on transmet en toute bonne foi, oh, il a fait ses premiers pas aujourd'hui. Cataclysme. Le parent va se sentir dépossédé. Il a raté quelque chose. Et en voulant bien faire, eh bien, en fait, on va aboutir à l'effet inverse. Donc, tous ces éléments-là, c'est pour ça que je dis qu'on ne dit pas toujours tout. Quand il y a un premier pas, un premier mot, l'enfant qui commence à dire papa ou maman, eh ben, on va mettre un petit mouchoir dessus, on va attendre un peu qu'il y ait un retour de week-end, par exemple, où le parent va nous dire « Ah, il a dit papa ce week-end. Ah, il me semblait bien qu'il essayait de parler en ce moment. Oui, oui, il s'est beaucoup entraîné. Ah bah, il a réussi, fabuleux. Bah, je vais bien écouter aujourd'hui pour voir si chez moi aussi, il va le dire. » On essaye de ne pas les priver de ça. Parce que voilà, ça va générer de l'inquiétude. Un enfant qui a un comportement inhabituel ou qui s'est blessé, de la culpabilité. Surtout quand les enfants ne se comportent pas bien, des fois, le parent va se sentir coupable en se disant, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai raté? Est-ce que c'est moi qui ne sais pas comment l'éduquer, on va dire? C'est un moment, voilà, qui va vraiment le remettre en question. Parfois, ça va aussi amener le parent à remettre en question les capacités professionnelles de l'assistante maternelle. Par ricochet, par protection de soi, tout simplement, eh bien, le parent va se dire, mais si ça se passe comme ça chez l'assistante maternelle, peut-être que c'est parce qu'elle fait quelque chose ou elle laisse les autres enfants faire des choses qui, pour moi, ne seraient pas acceptables ou qui ne sont pas bonnes pour mon enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe la journée quand je ne suis pas là? Qu'est-ce qui se passe pour que mon enfant en vienne à se comporter de cette façon? Excusez-moi. Et donc, tous ces sentiments négatifs vont être générés comme ça par ces transmissions à risque et vont générer à leur tour des remises en question, de la colère aussi, parfois. La colère est une forme de protection. Souvent, quand on se sent coupable, on va projeter sa culpabilité et sa colère sur quelqu'un d'autre parce qu'on se dit, c'est pas possible, il y a quelque chose qui a été mal fait. Donc, c'est compliqué de transmettre comme ça ces transmissions-là. À partir de là, il faut vraiment anticiper.
Le maître mot, à partir de tout ça, c'est anticiper. Quand vous avez, voilà, un enfant qui a été mordu, griffé, poussé, un refus de manger ou de dormir, des pleurs persistants, tous ces éléments-là, toutes ces situations-là, il va falloir anticiper le soir, le moment où vous allez les transmettre. Donc, vous allez utiliser des outils concrets pour pouvoir préparer les transmissions du soir dans un cadre qui sera serein et qui sera apaisé. Donc, vous avez des outils qui sont certains très concrets, comme un cahier, un stylo, et d'autres qui sont plus abstraits, comme des techniques de communication, des façons de s'organiser, des techniques d'écoute, etc. Et donc, pour les transmissions, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment établir une communication bienveillante, comment s'organiser, quelle technique d'écoute active mettre en place et la méthode FRB. Bon, ça fait un peu gros mot, mais voilà, c'est ce sur quoi on se base, les faits, le ressenti, le besoin pour communiquer. La première chose qu'on va mettre en place, c'est qu'on va s'attacher à travailler autour d'une communication qui soit toujours bienveillante. C'est-à-dire, il faut qu'elle soit claire, compréhensible. Alors, on va éviter le jargon, on va éviter les interprétations psychanalytiques, que sais-je. Non, une communication claire, excusez-moi, un vocabulaire compréhensible, une communication humaine, donc c'est-à-dire qu'on va se mettre à la portée de la personne avec qui on parle, on va faire preuve d'empathie, on va être respectueux, même quand on est contrarié. Ensuite, on va transmettre les informations de manière à nourrir la relation de confiance avec les parents. C'est-à-dire qu'on va leur expliquer, au moment où on leur transmet ces informations délicates, eh bien, on leur transmet, voilà, je suis transparent avec vous, je vous explique clairement ce qu'il s'est passé, je ne vous mens pas, je ne vous cache pas les choses. L'une des pires erreurs à commettre, à mon sens, c'est vraiment de cacher des choses. Parce que si la excusez-moi, 1, 2, 3, si la situation se reproduit, eh bien, à un moment, il va bien falloir la mettre sur la table, il va bien falloir aborder le sujet. Et là, ça va être compliqué de dire, ah bah oui, parce que ça fait déjà un moment que ça dure. Ah bon? Mais vous ne me l'avez pas dit? Non, c'est pas possible. On ne ment pas, on ne cache pas, on transmet, mais en disant, voilà, il se passe ça, mais il y a un contexte, il y a une explication. J'ai vu ce qui s'est passé, je sais pourquoi. Voilà ce que j'ai mis en place derrière et ne vous inquiétez pas, à la fin, tout s'est bien terminé. Voilà. Donc, déjà, il faut arriver à maintenir la relation de confiance et surtout ne pas prendre les remarques de manière personnelle. Il ne faut pas oublier qu'un parent, il est toujours fragilisé quand on lui transmet des éléments délicats au sujet de son enfant. Comme je le disais tout à l'heure, il peut se sentir coupable, il peut être très inquiet, il peut ressentir de la colère parce qu'un autre enfant a fait du mal à son enfant. Donc, des fois, eh bien, il y a des choses qui sortent. Et vous savez ce qu'on dit, hein, une fois qu'un mot est sorti, il ne peut plus revenir dans sa boîte. Et souvent, on parle plus vite qu'on ne réfléchit. Et on s'en rend compte après. On le réalise après. Sous le coup de la colère, on va dire des choses qu'on ne pense pas forcément. Et donc, les remarques qui peuvent sortir, ne pas les prendre de façon personnelle, se dire, voilà, cette personne est en colère contre une situation. Certes, elle est en colère contre moi parce que son enfant a vécu quelque chose de désagréable, mais c'est aussi contre la situation dans sa globalité. C'est pas moi, par exemple, moi, Catherine, qui suis visée personnellement. Si à un moment, vous avez un parent qui commence à vous viser personnellement, hein, qui va attaquer, je ne sais pas moi, votre apparence, votre physique, votre famille, là, on n'est plus du tout dans le même registre, hein. Là, on parle de tout à fait autre chose. Mais voilà, il faut arriver
à prendre du recul, de la distance. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est très important de se dire que dans des moments de tension, il peut y avoir des fois des mots plus haut, un mot plus haut que l'autre et qui n'est pas forcément pensé à ce moment-là. C'est juste une émotion qui sort. Donc, un des principes fondamentaux de la communication bienveillante, c'est qu'on reste factuel. Ça, c'est ce que je n'arrête pas de répéter à mes apprenants en CAP, c'est des faits, des faits, des faits. C'était à tel moment, les enfants étaient en train de jouer à tel jeu, tel enfant a voulu prendre ce jouet, votre enfant ne voulait pas le lui donner, et l'autre enfant s'est énervé, il a commencé à crier parce qu'il voulait se jouer, et sous le coup de la colère, il a mordu. Voilà, il n'y a pas d'interprétation, c'est voilà, on décrit uniquement les faits. Il n'y a pas de jugement. Ah, il a été méchant, il a mordu. Non, il n'est pas méchant. Non. On n'interprète pas. Alors oui, alors là, c'est un problème de frustration, machin. Non, non, on n'est pas psychologue. On ne va pas interpréter. Oui, mais alors c'est parce qu'en ce moment, il va pas bien, sa maman est malade, machin. Non, non, non. On part pas là-dedans. On décrit les faits, uniquement les faits, parce que les faits ne mentent pas. Les faits ne sont pas modifiables, ils ne sont pas justement interprétables, ils ne sont pas déformables. Voilà, il s'est passé tel événement, ça a conduit à tel événement et ça a terminé par une morsure. Voilà. Et le fait d'être factuel, de ne pas mettre d'enjeu émotionnel dedans ou d'interprétation, de jugement, eh bien, déjà, ça va faire retomber la pression, mine de rien. Ça paraît bête, ça paraît simpliste, mais ça n'est pas toujours facile. Ça n'est pas toujours facile. Alors, je vois que quelqu'un a levé la main. Je ne vois pas où c'est. Excusez-moi, la personne qui a levé la main, si vous avez une question, vous pouvez l'écrire en cliquant sur Q et R. Comme ça, on pourra y répondre à la fin. Voilà. Ok. Ensuite, alors l'assertivité. C'est un concept, alors très sincèrement, très honnêtement, je vais être transparente avec vous, c'est un concept que je ne connaissais pas, que j'ai découvert au cours de la formation de formateurs pour adultes. L'assertivité, c'est tout simplement la capacité à dire les choses simplement, clairement, donc on est factuel, je le répète, mais on reste respectueux. On ne fuit pas, on n'élude pas le sujet, on n'est pas agressif. Ça paraît tout bête comme ça, mais être assertif, c'est quelque chose qui se travaille parce qu'on est assertif par les mots qu'on emploie, le ton, la posture physique qu'on va utiliser. On ne se ronge pas les ongles, on ne se cache pas les mains derrière le dos, on ne croise pas les bras comme ça sur la défensive. Il y a l'assertivité, c'est une façon globale de communiquer. Comme je le disais, le ton, les mots et la posture, les pieds bien ancrés au sol, etc. On dit les choses simplement, de façon directe, mais respectueuse. C'est votre enfant qui a mordu. Ce n'est pas un autre qui l'a fait, c'est votre enfant. Ça, et à partir de là, eh bien, il faut l'accepter, il faut qu'on travaille ensemble dessus, mais voilà, c'est votre enfant qui a, comme c'est arrivé à une collègue, qui a lancé le jouet en bois et qui a explosé la télé écran plat du salon. Bon, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Mais l'assertivité, ça se travaille. Un exemple tout simple. Alors, je ne sais pas si vous le vivez régulièrement. Moi, ça m'est arrivé, une maman qui habillait sa petite fille avec des très beaux vêtements et qui était très embêtée quand les vêtements étaient sales le soir. Parce qu'on allait au parc, parce qu'elle jouait à quatre pattes, que les genoux, bah, des fois, il y avait de l'herbe, il y avait des taches, il y avait de la terre. Bah oui, les enfants, ça bouge, hein, donc ils se salissent. Et donc, je comprends que ce soit contrariant de récupérer les vêtements de votre fille salis. En même temps, les sorties au parc, bah, elles sont indispensables à l'équilibre des enfants. Il faut sortir, il faut aller dehors, il faut que les enfants bougent, il faut qu'ils se roulent par terre s'ils en ont envie, ils en ont besoin. Et donc, l'idée, c'est de toujours offrir une porte de sortie. Bah, je vous propose de mettre des tenues plus simples, moins fragiles,
confortable et garder les jolies tenues pour le week-end, pour les repas avec les papis, mamies, la famille, voilà. Mais je comprends que ce soit contrariant, mais ça ne changera pas. On continuera à aller au parc, malheureusement pour les vêtements. Votre fille va continuer à s'amuser, à en profiter. Donc, l'idée, c'est de trouver une porte de sortie, une stratégie, quelque chose qui arrange tout le monde. Donc, c'est ça l'assertivité, c'est ne pas fuir, dire OK, on n'ira plus au parc, alors que ce serait quand même dommage. Entrer en conflit, ah oui, mais vous n'allez quand même pas m'empêcher d'aller au parc, juste pour une robe. Non, c'est juste, je comprends. Mais je ne changerai pas ma façon de travailler parce qu'à ce niveau-là, je réponds à un besoin des enfants, c'est important. Donc, il faut qu'on aille au parc. Donc, ce que je vous propose, voilà ma solution, des vêtements un peu moins jolis, un peu plus costauds et confortables pour les jours où elle vient à la maison. Choisir le bon moment. Des fois, on a besoin de discuter au moment des transmissions avec le parent, d'échanger sur un sujet par rapport à l'enfant. Alors, évidemment, si c'est quelque chose qui s'est passé dans la journée, on ne peut pas faire l'impasse. Mais des fois, c'est plus sur un comportement au long terme. On a envie d'avoir un échange un peu plus nourri, un peu plus approfondi. Mais des fois, on voit que le parent, il est pressé parce qu'il doit aller à un rendez-vous médical pour l'enfant, par exemple. Des fois, il n'est pas bien. Des fois, ça arrive, des tensions dans le couple et le parent qui vient chercher l'enfant n'est pas du tout dans son assiette. Il n'est pas du tout en état d'avoir une discussion riche, réfléchie avec vous à ce moment-là. Donc, dans ce cas-là, on va faire une transmission classique, brève, mais on va lui proposer le lendemain, par exemple, ou le surlendemain, d'échanger sur ce sujet-là en prenant un peu plus le temps pour qu'il ait le temps de s'y préparer. Donc, on choisit le moment. C'est pas parce qu'on a envie d'en parler ce soir-là en se disant, ah bah oui, là, quand même, il faut qu'on en parle de ce comportement de l'enfant. Non, des fois, c'est bien d'attendre 24 heures. C'est pas, on n'est pas à 24 heures près. La posture professionnelle, elle va de pair avec l'assertivité, on est d'accord. Le calme, pas toujours facile, je le sais, mais on garde son calme. C'est comme au roi du silence, le premier qui perd son calme a perdu. Donc, vous êtes la professionnelle, c'est vous qui devez tenir le fort, solide. On est calme, on est posé, on est disponible, on n'est pas sur la défensive, on n'a rien fait de mal. Oui, il y a eu une morsure, oui, il y a eu une chute, oui, bon, il s'est passé des choses, mais eh bien, non plus, des fois, on le sait, les enfants, des fois, ça va très, très vite. Donc, on n'est pas non plus en faute grave. Voilà, ce sont des accidents qui arrivent. Donc, le ton que vous allez employer, l'attitude, hein, on en parlait tout à l'heure, on n'est pas sur la défensive, là, les bras croisés, le sourcil froncé, on n'est pas dans la fuite, dans le je suis désolée. Non, on est calme. Oui, ces choses-là arrivent. Oui, votre enfant était malade. Oui, il n'était pas bien. Et je comprends que vous soyez stressé parce qu'il avait beaucoup de fièvre. Mais ne vous inquiétez pas, je gère. Voilà, j'ai l'habitude, je sais ce qu'il faut faire, voilà ce que j'ai mis en place, je l'ai déshabillé, je lui ai donné à boire, j'ai passé un gant frais, que sais-je, il a eu son Doliprane, peu importe. Le ton et l'attitude comptent autant que le message. D'accord? Donc, si vous parlez en étant stressé, angoissé, oh mon Dieu, il avait 42 fièvres, ah bah là, le parent, il va paniquer parce qu'il va dire, bah, si la professionnelle avait la frousse, ah bah alors là, moi, parent qui ne suis pas pro, mais qu'est-ce que je vais faire? Donc, toujours garder son calme. Comme on dit, c'est plus facile à dire qu'à faire, je suis bien d'accord, mais c'est à ça qu'on reconnaît vraiment la posture pro, c'est je sais garder mon calme. Rien ne vous empêche, une fois la porte refermée, de hein, sauf s'il y a encore des enfants. Mais s'il n'y a plus personne, rien ne vous empêche de vous écrouler un peu, de dire oh, c'était rude ce soir. Mais avec le parent, on tient le fort. Après, on va utiliser des techniques d'écoute. On va communiquer d'un côté, mais on va aussi écouter. Ça paraît bête, ça paraît simple. J'en avais parlé dans le webinaire sur le projet d'accueil. Mais écouter, eh bien, ça s'apprend. C'est pas inné, ça s'apprend. Il y a des techniques. L'écoute active, c'est tout simplement être capable d'être dans l'instant présent, d'écouter ce que le parent a à dire,
en étant silencieux, sans lui couper la parole, sans l'interrompre, en étant bienveillant, en ayant un regard attentif et bienveillant, parce qu'on montre qu'on l'écoute. Et l'idée, c'est de ne pas tenter de répondre tout de suite. Ah oui, vous dites ça, non mais attendez, attendez, je voulais vous dire que... Non, on le laisse finir, on lui laisse son temps de parole. Et surtout, pendant qu'on l'écoute, on l'écoute vraiment. Je vais juste vérifier. Oui, c'est ça. Pendant qu'il parle, on ne prépare pas sa réponse. Parce que pendant qu'on prépare sa réponse à ce qu'on a entendu au début, eh bien, on n'entend pas, on n'écoute pas ce qu'il y a à la fin. Donc, il faut mettre tout ça de côté. Et c'est très compliqué parce que c'est un réflexe que tout le monde a. On entend le début du message que le parent nous délivre. Tout de suite, on se dit, ah oui, mais non, là, il veut me prendre en défaut, mais en fait, il faut que je lui dise que ceci, cela. Non, mettez votre cerveau en pause 2 minutes en lui disant, attends, on ne prépare rien pour l'instant. J'écoute du début à la fin. Et quand j'aurai l'entièreté du message, là, je pourrai préparer ma réponse. Et là, je pourrais dire aux parents, écoutez, donnez-moi une seconde avant de vous répondre. Et d'ailleurs, avant de répondre, on va reformuler. Pourquoi? Parce que des fois, entre ce que le parent veut nous dire, ce qu'il nous dit, ce qu'on entend, ce qu'on comprend, eh bien des fois, le message se perd. Et on ne comprend pas du tout ce que le parent a voulu nous dire. Donc déjà, reformuler, c'est dire, moi, attendez, si je comprends bien, vous me dites que d'après vous, s'il a mordu le copain, c'est la faute du copain parce qu'il est méchant avec lui. Est-ce que c'est vraiment ce que vous souhaitiez me dire? Oui, non, après, à voir. Mais c'est très important pour être sûr déjà d'avoir compris ce que le parent voulait vous dire. Et des fois, le parent va dire, non, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que mon enfant a pensé, a cru que l'autre enfant était méchant. Bref, voilà, c'est important pour préciser le contenu du message. Et à partir de là, vous préparez votre réponse. Et du coup, la communication sera beaucoup plus riche, beaucoup plus claire et beaucoup plus constructive parce que vous aurez vraiment compris ce que le parent voulait vous dire. Il y a l'empathie aussi. Bien évidemment, on ne peut pas tout accepter, tout valider, mais comprendre qu'un parent puisse être en colère. Ça ne veut pas dire accepter qu'il vous crie dessus, accepter qu'il vous dise des choses, euh, on va aller parfois jusqu'aux insultes, ça peut arriver, mais non, ce n'est pas ça. L'empathie, ce n'est pas se taire et subir. L'empathie, c'est comprendre que le parent est en colère, mais ça ne veut pas dire tout accepter. Ça veut dire, je comprends que vous soyez en colère. Ça vous touche, ça vous blesse que votre enfant ait eu mal ou se soit senti mal pendant la journée. Je comprends que vous soyez en colère. Mais, alors, mais ça ne vous donne pas le droit de me parler sur ce ton, tout simplement. Mais si ça peut vous rassurer, à côté de cela, voilà ce que j'ai mis en place, etc., etc., etc. Donc, l'empathie, c'est reconnaître le droit à l'émotion. Parce qu'une émotion, que ce soit la vôtre ou celle du parent, elle est toujours légitime. On ne peut pas nier à une personne le droit de ressentir. J'ai le droit d'être triste quand on me dit que mon enfant a pleuré toute la journée. J'ai le droit d'être en colère quand on me dit qu'il a été mordu 3 fois par le même enfant. J'ai le droit de me sentir coupable, de me sentir déçue, de me sentir dépossédée quand on me dit qu'il a dit son premier mot alors que je l'attends depuis des semaines. C'est normal. Et donc, votre rôle en tant que professionnel, c'est de reconnaître cette émotion et d'arriver à en faire quelque chose de constructif. Donc, je comprends que vous soyez triste, c'est normal, bien sûr, mais rassurez-vous, à côté de cela, votre enfant, il n'était pas seul et abandonné, même s'il a vécu des moments pénibles. Moi, la professionnelle, j'étais là, je l'ai accompagné, je l'ai soutenu, je l'ai consolé, je l'ai pris en charge, etc. Et voilà, c'est ça l'empathie, c'est être capable d'identifier l'émotion que ressent notre interlocuteur, être capable de la comprendre, de l'accueillir et d'en faire quelque chose.
Ce n'est pas tout accepter. Ce n'est pas parce qu'on est empathique qu'on va accepter de se faire crier dessus, de se faire juger, etc. Ça n'a rien à voir. Et puis, on va utiliser une autre technique, qui est la méthode FRB. Alors, c'est très bête, très simple. Je ne peux pas dire bête, non, c'est très simple. On l'a déjà évoqué quand je vous disais qu'il faut toujours être factuel, ne pas être dans l'interprétation. Dans les faits, le ressenti, le besoin. Ça permet de structurer une transmission. Vous avez une information à transmettre, vous allez transmettre des faits, purement et simplement des faits. À partir de là, vous indiquez ce que vous avez ressenti à ce moment-là et quel est le besoin qui en découle. Je vous donne un exemple. Il a eu plusieurs moments de colère aujourd'hui, notamment quand il n'a pas eu le jouet qu'il voulait. Voilà, ça, ce sont des faits. Cet enfant voulait un jouet, il ne l'avait pas, il se mettait en colère très vite, très fort. Bon, ce que j'ai ressenti, voilà, ça, c'est votre émotion. Enfin, non, ce n'est pas votre émotion, c'est ce que vous avez ressenti. Il m'a semblé débordé par ses émotions, sans réussir à se calmer tout seul. Je voyais que la colère, elle montait, et autant des fois, certains jours, il se met en colère, mais il se calme, il arrive à se calmer, ou même si je l'accompagne, je n'ai pas grand-chose à faire, juste à lui parler, à lui passer une main dans le dos, il se calme. Là, il n'y arrivait pas. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai aménagé un espace pour qu'il puisse y avoir un retour au calme. Je l'ai accompagné, j'ai été avec lui, etc. Donc, la méthode, ça vous permet de construire en fait le déroulé de votre transmission. C'est, il s'est passé ceci, il m'a semblé qu'à ce moment-là, il y avait telle problématique. À partir de là, voilà ce que j'ai mis en place. En faisant ça, vous donnez aux parents un élément perturbateur qui est le fait, l'événement, une analyse de la situation et ensuite une prise en charge. Et en partant d'un élément perturbateur, inquiétant, culpabilisant, tout ce que vous voulez, en leur proposant une analyse de la situation et un moyen de prendre l'enfant en charge, une action, un geste, vous montrez que la situation est sous contrôle, que vous savez quoi faire dans ces cas-là parce que vous êtes une bonne professionnelle, que vous avez l'habitude de ce genre de situation, vous savez gérer et qu'à partir de là, eh bien, le retour à l'état initial, il se passe très bien, l'enfant redescend en tension et la journée repart comme d'habitude. Et après, ça peut être l'occasion de reparler. Eh bien oui, les moments de colère, il en a eu beaucoup aujourd'hui, mais c'est normal. Il ne parle pas encore, il n'arrive pas à exprimer ses frustrations, il n'arrive pas à gérer peut-être sa frustration, on ne sait pas exactement. Bon, on suppose, mais ça permet d'échanger avec le parent, de dire, ben voilà, c'est pour cela que le nouveau jouet que j'ai acheté, je l'ai acheté en 3 exemplaires ou en 2 exemplaires pour qu'il y ait moins de conflits quand il y a un nouveau jouet qui arrive, par exemple. Et puis après, des petits gestes, des petits pratiques, euh, le choix d'organisation, le choix de posture. Donc, comment vous allez organiser la transmission? Comment vous allez la faire? À quel moment? Est-ce que vous allez plutôt attendre le lendemain pour y réfléchir un petit peu? Ou c'est vraiment quelque chose d'important qu'il faut transmettre le soir même? Quelle posture vous allez prendre? Et en organisant tout ça, vous allez rendre vos transmissions plus fluides parce que vous aurez déjà préparé ce que vous aurez à dire. Donc déjà, vous allez préparer l'arrivée du parent. C'est-à-dire que quand il y a un incident dans la journée, on le prévient. Alors évidemment, si l'enfant, il se cogne, il se fait un tout petit bleu de rien du tout, ou il est juste tombé par terre, il n'y a pas de bobo, non. Mais quand il y a une morsure, quand il y a un gros bobo au genou ou un gros bleu avec une grosse bosse à la tête, là, on prévient un petit message. Parce que le parent qui arrive le soir tout content de retrouver son enfant et qui se rend compte qu'il y a eu un pépin dans la journée et qu'il ne le savait pas et qui, on va dire, tombe de haut, c'est compliqué. Il y a
un yo-yo émotionnel qui se crée, une tension qui monte très vite et c'est difficile de redescendre. Donc, dans la journée, on va le prévenir. On va toujours commencer par, bon, vous dites coucou, bonjour, pardon. Bonjour monsieur Untel, madame Untel, c'est Catherine, l'assistante maternelle de, je ne sais pas, Gaëtan par exemple. Je vous écris pour vous informer qu'il y a eu un petit incident. Ne vous inquiétez pas, votre enfant va bien. Ça, c'est indispensable. Dès le début du message, avant même d'expliquer quoi que ce soit, vous ne mettez pas à la fin, vous mettez toujours au début. Parce que le parent qui voit arriver un message de l'assistante maternelle en cours de journée, il va se dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il est malade, il est blessé, il y a un souci, il y a un problème. Donc, première chose, votre enfant va bien. Parce qu'en général, c'est le cas quand même, hein. Il y a eu un incident, mais il va bien après. Et vous dites, voilà, il y a eu un petit incident, il s'est fait mal, il y a eu une morsure, machin, ne vous inquiétez pas, je l'ai bien pris en charge, je l'ai soigné, etc. Mais je préférais vous prévenir que vous ne soyez pas pris au dépourvu ce soir. Voilà, c'est ça. Le fait de prendre le parent au dépourvu, ça, c'est vraiment une erreur stratégique parce qu'il va arriver, comme je vous disais, tout heureux de récupérer son enfant, de savoir, impatient de savoir comment s'était passée la journée, et boum, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Surtout quand c'est quelque chose qui est visible. Vous savez, souvent les enfants, ils ont un œuf, là, ils se cognent la tête. Oh, vous ouvrez la porte, l'enfant arrive, papa, maman, et puis, oh, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors là, c'est bon, la dégringolade émotionnelle. Donc, on anticipe, on prépare l'arrivée du parent. On prépare ce qu'on va dire. C'est-à-dire qu'on va anticiper deux, trois phrases en se disant, bon, comment je vais tourner ça dans ma tête pour que ça passe bien. Et puis, surtout, on prévoit un support mémoire, un cahier, une note, une application privée hein, sur votre téléphone, peu importe. L'idée, c'est de garder une trace. Alors, moi, je suis un peu de la vieille école. Je suis une grande adepte des cahiers. Je sais que j'ai beaucoup de collègues qui fonctionnent à l'oral, purement, qui ne gardent pas de traces. Pour ma part, j'aime garder des traces eh bien, des petits événements. Je ne vais pas détailler minute par minute tout ce que l'enfant a fait dans la journée, pas le temps, je n'avais pas le temps, mais voilà, une activité qu'il a particulièrement aimée, euh, un aliment qu'il a particulièrement aimé ou détesté, un incident comme ça. Les petites maladies. Alors, c'est vrai qu'on a le registre où on doit noter quand on donne du Doliprane, qu'il y a de la fièvre ou quoi. Mais dans le registre, il n'y a pas noté quand l'enfant a vomi, quand l'enfant a eu la diarrhée 4 fois dans la journée. Non, le registre, c'est juste pour l'administration des médicaments. Donc, c'est important de garder une trace pour voir s'il y a des phénomènes récurrents, pour voir si c'est un phénomène qui s'étale dans le temps ou pas, si c'était vraiment ponctuel, s'il a mordu, s'il a été mordu, s'il est tombé. Si on s'aperçoit que tous les jours, on note qu'il est tombé, à un moment, on va se dire, il y a un souci, c'est pas normal. Tous les jours, il trébuche sur ses propres pieds, il tombe. Il y a quelque chose qui cloche. Il faudrait peut-être en parler au pédiatre. Voilà. Donc, la trace écrite pour vous, uniquement pour vous. Je vois certaines de mes collègues, moi je suis admirative, qui prévoient un cahier de liaison qui fait le va-et-vient avec la maison. Alors, il faut faire attention à ce qu'on écrit. Elles mettent des illustrations, elles racontent. Enfin, c'est pas mal du tout, mais d'abord, vous laissez vos écrits entre les mains des parents. Donc, ça veut dire que s'il y a des choses que vous voulez garder pour vous, eh bien, vous ne pouvez pas les mettre dans ce cahier qui fait le va-et-vient. Donc, moi, ce que je conseille, c'est tout bête, c'est un cahier pour vous, un cahier par enfant. Et vous notez les petits événements qui méritent d'être notés. Donc, si c'est pour dire aujourd'hui on est allé au parc, non, évidemment. Mais aujourd'hui, il a vomi, etc., machin. Le lendemain, vous notez aujourd'hui, il a vomi. Troisième jour, aujourd'hui, il a vomi. Ah oui, ça fait quand même 3 jours que ça dure. Il y a un souci là. Ça fait 3 jours que j'informe le parent que son enfant a vomi. À un moment, il faudrait peut-être aller consulter. Donc, voilà, je vais accélérer un peu parce que là, je commence à, à déborder. Donc, choisir le bon moment, comme je vous l'ai dit. Un temps où les enfants sont calmes. Des fois, le soir, les enfants, ils jouent tranquillement. Tout se passe bien. On peut faire les transmissions de façon calme, sans être trop dérangés. Des fois, non. Ils sont très excités, très énervés, ils courent partout. Bon, c'est pas le bon moment. Un temps où le parent est disponible, où il a un peu de temps, où il n'est pas pressé par un rendez-vous, où il n'est pas au téléphone. Bon. Et puis, on va éviter les échanges en public.
C'est vrai que chez l'assistante maternelle, on a une entrée en général, hein. Des fois, ça donne directement même dans le salon. Des fois, vous avez des parents qui arrivent en même temps et vous vous retrouvez à faire les transmissions alors que vous avez un autre parent qui est à 3 mètres et qui écoute tout. Là, c'est un petit peu ennuyeux. C'est un petit peu ennuyeux. Donc, si c'est quelque chose que vous pouvez différer, bah, vous dites aux parents, bah, demain, vu que l'horaire n'est pas le même, je vous raconterai un petit peu plus certaines choses. Ou alors, vous essayez de trouver un endroit où vous serez un peu plus à distance de l'autre parent. Parce que, bah, voilà, il est notion d'intimité, il est une question de discrétion professionnelle. L'autre famille n'a pas besoin d'entendre tout ce que vous racontez aux parents. Donc, essayez de trouver des stratégies de positionnement, de placement ou de moment pour éviter de raconter tout ce qui se passe alors qu'il y a d'autres parents à portée d'oreille. On équilibre le contenu des transmissions. Une transmission compliquée euh, doit commencer positivement et se terminer positivement. C'est la technique du sandwich. Vous commencez par quelque chose de sympathique qui s'est bien passé, un bon moment. Vous en arrivez au moment compliqué, le nœud du problème. Vous gérez, ok, vous arrivez à communiquer avec le parent, vous convenez de ce que vous allez faire pour essayer que ça se passe mieux, etc. Et vous terminez sur une note positive. C'est autant pour le parent que pour l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, il a besoin d'entendre que oui, il y a eu quelque chose qui n'était pas top aujourd'hui, surtout si c'est lui le mordeur, par exemple, c'est lui qui a mordu. Il ne se résume pas à ça. Sa journée, sa vie de petit enfant ne se résume pas à avoir mordu un copain. Il a fait des choses avant, il a fait des choses après et il a fait des choses bien. Donc, voilà, des choses sympas, des bons moments, il n'y a pas eu que ça. Donc, c'est toujours important de terminer sur une note positive parce que même le parent, ça lui permet en fait de reposer un regard plus positif sur l'enfant. Parce que mine de rien, quand on transmet des choses un peu négatives, ça touche le regard que le parent pose sur son enfant. Et donc, quand on termine par du positif, on revient sur le fait que, monsieur, madame, rappelez-vous, votre enfant ne se résume pas à ça. Votre enfant, c'est un petit garçon, une petite fille qui fait des super dessins, qui est doué avec les gommettes, qui adore les Legos, peu importe. Votre enfant, il ne se résume pas à ce moment compliqué dont je vous ai parlé. Voilà. Et que même quand il est malade, eh ben, il a quand même des moments sympas dans la journée. Il n'a pas passé la journée à pleurer, par exemple. Donc, toujours trouver une note positive. Des petites phrases ressources, des formulations simples qu'on peut s'approprier. Voilà. Même quand le sujet est délicat, il faut arriver à trouver des tournures de phrases pour aborder le sujet. Donc, de toute façon, vous pourrez les retrouver dans le webinaire. Je ne veux pas trop m'attarder dessus parce qu'il est déjà 20h05. Donc, voilà. Alors, le classique, hein, si vous souhaitez en parler plus longuement, on peut organiser une petite réunion voilà, avec les parents s'ils veulent parler plus longtemps d'un sujet. Je préfère vous informer de ce qui s'est passé parce que comme ça, je sais que votre enfant va vous en reparler. Ça vous permet de savoir ce qui s'est passé et de pouvoir échanger avec lui s'il vous en parle, de savoir exactement de quoi il parle et de pouvoir enfin, voilà, en reparler avec lui en ayant toutes les informations en tête. Donc voilà, donc les petites phrases ressources, je ne vais pas toutes les lire. Juste, je pense qu'il est important régulièrement de rappeler aux parents que tous les enfants, ça c'est la dernière que j'ai mise, tous les enfants traversent à un moment ou à un autre des phases compliquées. C'est tout à fait normal, c'est dans leur développement. Le développement n'est jamais linéaire, il y a des retours en arrière, ça c'est normal. Il y a des moments plus compliqués, il y a des moments un petit peu plus en tension. C'est normal, ça ne veut pas dire qu'il y a un souci majeur avec l'enfant. C'est juste, voilà, il est à une étape, il est en train de mûrir certaines choses dans sa tête, dans son petit cerveau, et du coup, eh bien, c'est normal que des fois, ça soit plus compliqué. Il expérimente des choses aussi, des fois, de façon un peu malheureuse, mais c'est aussi de l'expérimentation des fois. Donc, c'est normal. Leur enfant n'a pas toujours spécialement un problème. C'est important de rassurer les parents aussi. Toujours trouver le moyen de les rassurer. Donc, pour conclure, voilà, on va terminer là-dessus. Les transmissions, elles créent du lien, elles sont indispensables. On ne peut pas faire l'impasse. C'est vrai que des fois, il y a des familles qui arrivent toujours en retard et on a envie que d'une chose, c'est, voilà, on met le manteau à l'enfant,
On lui met son sac sur le dos. Dès que le parent sonne, allez, prenez votre enfant. Moi, j'ai pas le temps, j'ai un rendez-vous chez le médecin. Oui, mais ne serait-ce que 2 phrases. Écoutez, aujourd'hui, ça a été très bien, rien à signaler. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je suis en retard, parce que vous, vous êtes en retard. Mais en tout cas, sachez que la journée s'est très bien passée et on en parlera un peu plus demain si vous voulez. Mais là, ce soir, je ne peux pas. Mais au moins une phrase ou deux. Voilà. Leur rôle, c'est d'informer, mais aussi en informant, de sécuriser, de renforcer la confiance entre le professionnel et le parent. Quand les émotions s'invitent et quand elles touchent au comportement de l'enfant, eh bien, elles deviennent sensibles. Et c'est là qu'il faut utiliser des outils, des techniques simples de communication, d'écoute, des outils concrets comme le fait de noter pour se rappeler. Euh, eh bien, ça peut aider, voilà, des techniques d'échange, des tournures de phrases, eh bien, ça peut aider à les rendre plus fluides et plus apaisés. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça correspondait à ce que vous étiez venu chercher. Et puis bah, maintenant, je laisse la parole à Louise. Et puis Merci, après, éventuellement, à quelques questions. On va voir. c'est super. Merci beaucoup. Alors maintenant, je vais juste vous faire un petit sondage avant de présenter mon écran. Pas pour longtemps, ne vous inquiétez pas. Un petit sondage pour en savoir un petit peu plus pour vous. Alors voilà. Hop, voilà. Donc là, c'est lancé. Je vous invite à répondre. Ensuite, on fera la réponse aux questions. Voilà. Alors, Beaucoup. du coup, j'en profite pour regarder dans le chat. J'ai noté les questions, comme ça, je pourrais te les poser. Ça, c'est intéressant comment c'était les parents muets. Parents timides et mal à l'aise. Ouais. Alors, merci beaucoup pour vos réponses au sondage. Je vais maintenant présenter mon écran. Ça va pas être long. Alors, hop. Alors, Voilà. Alors, Brigitte. Donc voilà, et ben, pour commencer, merci pour votre écoute. C'était un super webinaire, donc bravo Catherine, c'est très intéressant. Même moi qui ne suis pas pro, ça m'a beaucoup intéressé, donc merci beaucoup. Euh, ouais. alors, une mini présentation d'Edumiam qui ne va pas durer longtemps, comme ça on pourra répondre à vos questions ensuite. Donc alors, qui est Edumiam? Alors Edumiam, c'est un acteur engagé pour l'accessibilité de la formation à tous les pros de la petite enfance. Donc on est une entreprise sociale et solidaire engagée dans la formation des pros de la petite enfance. On a un taux de 98% de satisfaction. Donc depuis 2020, on a formé plus de 8000 professionnels avec Idumiam. Et notre mission, c'est de faciliter l'accès à la formation, de vous donner des formations qui sont fiables et de qualité afin de permettre à tous les enfants de développer leur plein potentiel. Voilà. Euh, donc notre parti pris, c'est la recherche, donc qui est au cœur de notre formation. Donc ça commence par la recherche, ça va sur le terrain, l'ingénierie pédagogique, et ça continue comme ça. Voilà. Donc, les experts et du miam, alors voilà, c'est une liste bien évidemment non exhaustive. Voilà, on retrouve Catherine dedans qui a fait plusieurs webinaires pour nous. Donc voilà, on a donc une application dédiée au secteur qui simplifie l'accès à la formation. C'est des formations qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Euh, Vous avez une classe virtuelle pour échanger avec un formateur, mais également d'autres professionnels. Vous avez également des webinaires gratuits qui sont à votre disposition, comme celui-ci, et des ressources pédagogiques qui sont téléchargeables et imprimables. Voilà.
Alors voilà, on vous met un petit exemple de ressources que vous pouvez avoir. Vous avez une affiche sur la langue des signes bébé, vous avez une affiche pour apprendre à reconnaître les principales émotions des enfants, des guides sur la diversification alimentaire, un livret d'activités, plein de choses. Donc voilà, découvrez notre application. Vous pouvez tester une formation gratuitement un peu pour voir à quoi ça ressemble en téléchargeant l'application sur votre téléphone. Voilà. On vous propose également trois catégories de formation pour un accompagnement tout au long de votre carrière. Donc la formation continue avec des modules courts, donc de 7 à 21 heures à réaliser sur 3 mois. Les formations diplômantes, donc par exemple le CAP AEPE, mais également la VAE, donc vous pouvez faire en CAP, la VAE auxiliaire de puriculture et la VAE EJE. Donc ça, c'est sur 4 à 6 mois où on vous accompagne et on vous aide à rédiger le livret 2 et à passer l'oral. Voilà. Donc voilà, je suis arrivée à la fin de ma présentation. J'ai été très rapide, hein, voilà. Mais comme ça, on va pouvoir répondre à vos questions le plus vite possible. Donc voilà. Alors j'en ai noté. Donc, est-ce que tu veux que je te les pose ou alors tu veux répondre toi-même? Non, mais alors moi j'ai repéré deux, trois questions déjà là dans le chat, là, enfin dans les questions. D'accord. Donc c'est vrai que cette présentation, elle a un parti pris, c'est-à-dire qu'elle est plutôt du côté de l'assistante maternelle. Mais effectivement, il y a des parents qui ne parlent pas beaucoup, qui sont peu bavards, qui sont un peu muets. Certains, c'est par timidité. D'autres parce que ils ne savent pas tout simplement qu'il faut communiquer, qu'il faut dire ce qui s'est passé, etc. Moi, ce que je recommande toujours, c'est pour ça que quand je travaillais, mes entretiens avec les parents, ils duraient 2 heures, 2 heures et demie même des fois. Et la signature du contrat tout autant. Parce qu'il faut aborder ces points-là en disant surtout, voilà, le matin quand on va se voir, c'est important que vous m'expliquiez ce qui s'est passé pour votre enfant. Pourquoi? Parce que ça peut avoir un impact sur sa journée. Donc, un parent qui parle peu, eh ben, on peut le soir prendre 5 minutes en lui disant, voilà, je voulais vous faire part d'une demande. Si ça ne vous dérange pas, eh bien, je souhaiterais qu'on échange un petit peu plus le matin parce que j'ai besoin d'informations, partir de vos besoins. Voilà. C'est un fait, vous ne parlez pas beaucoup, enfin, vous n'échangez pas beaucoup le matin, vous avez besoin d'informations euh, pour pouvoir adapter la prise en charge de l'enfant. Donc, j'ai besoin de savoir. Ça n'est pas pour être intrusif, c'est important de le préciser. Ça n'est pas parce que vous voulez tout savoir de leur vie, pas du tout. C'est juste que vous, ce qui vous intéresse, c'est ce qui concerne l'enfant. Donc, comment s'est passée la soirée? Est-ce que voilà, tout s'est bien passé? Est-ce il a bien dîné? Est-ce qu'il a bien dormi? Voilà, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier? Un événement spécial? Bon, au début, il va peut-être falloir le refaire plusieurs fois. Et puis, petit à petit, le parent va se détendre et ça va devenir plus fluide. Vous avez certains parents qui vont vous dire non, mais c'est bon, il ne se passe jamais rien, je ne vois pas ce que je pourrais vous raconter. Ben, on ne sait jamais. Peut-être que hier, il a eu un nouveau livre, peut-être que hier, vous avez regardé un dessin animé ensemble. Ce sera intéressant parce que s'il en parle dans la journée, ben, on pourra rebondir dessus. Peut-être que hier, il a mangé un nouveau légume à table. Vous lui avez fait découvrir, je ne sais pas moi, les artichauts, par exemple. S'il en parle, eh ben, je pourrais, moi, faire le lien. Toujours recentrer sur l'enfant en expliquant que ce que le parent va vous transmettre, ça va vous permettre de mieux comprendre soit les réactions, soit les paroles de l'enfant, et du coup, de rebondir dessus et de maintenir le lien avec la maison. L'idée, c'est vraiment de rappeler ce rôle-là et d'en faire prendre conscience aux parents. Et ça peut aider. Après, très sincèrement, on ne peut pas changer le monde. Il y a des familles avec qui c'est compliqué. Il y a des familles avec qui ça sera toujours compliqué. Vous faites votre possible, vous essayez de communiquer, vous essayez de poser des questions, d'échanger, d'expliquer pourquoi vous demandez. Mais parfois, ça ne fonctionnera pas. Ça ne sera pas de votre faute. Ça ne sera pas parce que vous êtes mauvais communicant, mauvaise communicante, mauvais professionnel. Non,
c'est que certaines personnes n'auront pas perçu l'intérêt, n'auront pas envie ou n'auront pas le courage parce qu'ils sont tellement timides qu'ils n'y arriveront pas. Bon, ça se travaille. C'est au niveau de la relation de confiance, en général, ces personnalités-là, avec le temps, ça se dégèle un peu. Mais ceux qui ne veulent pas, qui n'en voient pas l'intérêt, eh bien, malheureusement, bah, pas changer les gens. Donc, eh bien, voilà. Comme on dit, vous rattraperez aux branches, vous ferez comme vous pourrez. Et je suis désolée de ne pas pouvoir vous apporter une réponse plus précise que ça, mais les parents muets, eh ben, des fois, resteront des parents peu bavards. Euh, pour les parents qui sont mal à l'aise avec les petits en particulier, là, vous avez un gros rôle de soutien à la parentalité. Toujours valoriser ce qu'ils mettent en place, questionner en disant, alors, et vous, comment vous faites à la maison pour savoir par rapport à votre enfant ses besoins, pour être au plus près, notamment quand ils sont bébés, hein, surtout quand c'est un premier bébé. Voilà, c'est important de dire, mais au contraire, c'est pas moi qui vais vous dire comment il faut faire. Moi, j'attends de vous que vous me disiez comment vous faites à la maison pour m'adapter à votre enfant, la façon dont il prend son biberon, la façon dont il aime être bercé, la façon enfin, comment il dort, comment il s'endort, est-ce qu'il a un doudou ou pas, etc. Voilà, c'est important de ce que vous le faites bien et justement, moi, je vais m'en inspirer pour, pendant ma journée d'accueil, mieux prendre en charge votre enfant. Donc, l'idée, c'est vraiment de les valoriser, de les soutenir dans la parentalité. Après, oui, Louise? Je t'entends plus, Louise. T'as coupé ton micro? Excusez-moi. Alors, je disais merci beaucoup. Est-ce que tu en as vu d'autres ou pas? Parce que je ne sais pas si on a encore beaucoup de temps. Oui, juste une dernière C'est très sur bien. quand il y a des événements compliqués qui s'étalent dans le temps. Ça arrive. Des enfants qui ont des comportements compliqués, on va dire inappropriés, problématiques, et que ça s'étale dans le temps. Alors, évidemment, si tous les soirs, vous dites au papa ou à la maman de cet enfant, il a tapé, il a mordu, il a fait ci, il a fait ça. Même si vous appliquez la technique du sandwich et que tous les soirs, vous lui rabâchez que votre enfant s'est comporté un peu en compliqué, euh, au bout d'un moment, c'est un peu destructeur d'estime de soi, d'appréciation de l'enfant. Enfin bref, ça n'est pas, ça, ça ne va pas faire avancer le schmilblick, d'abord. Ça va rajouter du stress aux parents, qui va se sentir dévalorisé en se disant, mais qu'est-ce que je fais mal en tant que parent pour que mon enfant se comporte comme ça? Ça va rajouter de la défiance parce qu'il va se dire, mais enfin, à la maison, il n'est pas comme ça. Pourquoi il est comme ça chez l'assistante maternelle? Qu'est-ce qui se passe chez elle quand je suis pas là, quand je ne vois pas? Est-ce que je devrais me méfier, etc. Donc, en tant que professionnel, on va leur expliquer qu'il y a des périodes comme ça. On va accompagner l'enfant, on va verbaliser, on va rabâcher. On sait que notre métier, c'est 80% de rabâchage. On répète beaucoup, beaucoup. Non, 80%, non, mais beaucoup. Et donc, bien sûr, le soir, vous allez dire, bon, aujourd'hui, oui, la journée s'est bien passée. Il y a toujours des moments compliqués, mais ce qui est important, c'est de voir ce qui s'est bien passé. Et l'enfant, c'est important aussi, en termes de construction de l'estime de soi, de ne pas passer son temps à dire ah, il a fait ci, ah, il a fait ça. Parce que l'enfant, il sait bien qu'il n'a pas le droit, que c'est interdit, que mordre ou taper, tout ça. Enfin bref, jeter les jouets sur les copains, ça ne se fait pas. Il a bien vu que vous étiez fâché. Donc, quand le soir, on rapporte sans arrêt les mêmes événements négatifs, l'enfant, bah, lui, ce qu'il reçoit, c'est ah, ben, je suis mauvais, je suis méchant. Donc, l'idée, c'est de dire, OK, oui, c'est compliqué en ce moment, mais on y travaille avec, je reprends l'exemple de Gaëtan, avec Gaëtan, on y travaille, je l'accompagne et il apprend petit à petit. Ça va s'arranger parce qu'il grandit, il apprend et qu'à un moment, ça va s'arranger, ça va s'améliorer et on en sortira. Voilà, je ne vais pas tout le temps, tous les soirs, dire que c'est compliqué. Mais voilà, parce qu'il faut garder du positif à un moment. Il faut garder du positif. Voilà. Donc, on ment pas, on cache pas, mais on essaye de lisser un peu, voilà, et de dire qu'on y travaille. Work in progress. Voilà, j'ai fini, Louise.
Pas de souci, non, mais t'inquiète pas. Ok, j'ai une dernière petite question parce qu'il y a plusieurs personnes qui demandent la présentation. Donc, est-ce que tu es d'accord pour que je leur envoie après ou pas? Oui, bien sûr. D'accord, Oui, très il n'y bien. a pas de souci. Bah, je te Alors, l'enverrai au format PDF par mail. alors, ceux qui aimeraient avoir la présentation, n'hésitez pas à envoyer un mail à formation@edumiem.com. Je vous le mets dans le chat si vous le voyez. Comme ça, vous pouvez avoir le mail et je m'occuperai de vous les envoyer. Hop, voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci et bravo Catherine, c'était très intéressant. Bah, écoute, merci à tous et puis, bah, très bonne soirée alors. Vous aussi, au revoir. Au revoir.